on va pouvoir passer à la première conférence de cet après-midi, qui est sur la recherche académique qui invente les futurs outils pour l'animation. Pour tous nos habitués, vous savez toujours que nous commençons l'après-midi du mercredi par une conférence qui met en avant les projets de recherche publique. Et donc, on va accueillir Pierre Bénard, professeur et chercheur au Labri, qui est un laboratoire du CNRS et de l'INRIA, qui est à Bordeaux. Voilà. Et puis, nous accueillons également Fabrice Debarge, qui est cofondateur et chef de projet chez Praxinos. C'est ça, c'est ça. Parfait. Eh bien alors, on se lance tout de suite et je passe la parole à Pierre. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci Véronique et Stéphane pour votre invitation. Je suis enchanté de venir présenter nos travaux communs avec Fabrice sur la stylisation du mouvement et l'animation 2D. Alors ces travaux ils s'inscrivent dans le cadre plus global du projet donc, ANR qui s'appelle MoStyle, que je porte depuis 4 ans. Et c'est des travaux qui sont menés donc, par Pascal Barla, qui est chercheur INRIA, Jean Basset, qui était initialement postdoc sur le projet et qui est maintenant maître de conférence à l'Université de Bordeaux comme moi, et puis Melvin Even, qui est doctorant et qui soutiendra sa thèse en décembre. Jean et Melvin, qui ont fait le grand du boulot, ils sont là dans la salle, donc vous n'hésitez surtout pas à venir discuter avec eux à la pause. Donc, dans ce projet, nous avons en outre collaboré avec des collègues du milieu académique à l'international, et aussi et surtout avec Praxinos, notamment avec Fabrice, que je connaissais déjà d'avant, et je connaissais son expertise en animation 2D, et donc je l'ai contacté dès le montage du projet. Alors, contrairement à de nombreux travaux précédents académiques, notamment ceux que je vous avais présentés au RADI en 2018, si vous étiez là, le contexte de ce projet, ce n'est pas la production d'images de synthèse stylisées, comme le rendu aquarelle que vous pouvez voir tout à droite, là, obtenu à partir d'une scène 3D. Mais cette fois-ci, il s'agit bien de la stylisation du mouvement lui-même. Et dans le cas que j'illustre ici, c'est sous la forme de déformation des objets au cours du mouvement. Alors, plus précisément, le projet MoStyle, il vise à répondre à 2 objectifs principaux. Tout d'abord, développer des algorithmes pour exagérer automatiquement le mouvement d'animation 3D afin d'améliorer leur lisibilité ou leur expressivité. Et puis le deuxième grand objectif, c'est de proposer des outils numériques pour faciliter la création d'animations 2D, notamment la génération des intervalles. Alors je vais tout d'abord vous donner un bref aperçu de l'une de nos contributions sur le premier objectif. Donc dans ce premier travail, on s'est intéressé à la technique des smear frames, qui sont fréquemment utilisés en animation 2D. Et donc l'idée, c'est d'amplifier les mouvements rapides. Alors dans cet exemple ici, dans The Dover Boys at Pimento Academy, ça passe par l'étirement de la forme le long de sa trajectoire pour recouvrir les frames adjacentes. Et c'est ce que John Lasseter avait déjà décrit dans son article à SIGGRAPH en 87 comme des elongated in-betweens qui permettent de limiter les effets stroboscopiques lors de l'interpolation, y compris en 3D. Alors, il existe d'autres procédés classiques en anime 2D pour exagérer les mouvements rapides, les lignes de mouvement que j'illustre ici avec cet exemple dans Popeye, ou les expositions multiples dans Bosco, qui combinent d'ailleurs lignes de mouvement et expositions multiples. Et donc l'objectif des travaux qu'a porté Jean et qu'il a présenté cet été à SIGGRAPH, c'est de reproduire automatiquement ces 3 effets, mais en 3D, tout en offrant un contrôle artistique étendu. Et le point commun de ces 3 effets, c'est de suivre les trajectoires de l'objet, de la surface en mouvement. Alors, l'idée centrale, qui est illustrée ici sur le cas très simple d'une balle entre 3 positions, les 2 en gris et puis la position centrale, c'est de déterminer les parties de l'objet qui vont vers le futur, qu'on a coloré en rouge ici, et les parties qui sont dirigées vers le passé, qui sont colorées en bleu. Et plus précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va précalculer pour chaque image et en chaque point de la surface un offset, une quantité qui indique le déplacement de ce point le long de sa trajectoire. Alors pour faire ça, on considère le plan dessiné ici en vert, qui est orthogonal à l'écran, qui passe par le centre de l'objet et qui est le plus perpendiculaire possible au vecteur vitesse de l'objet. Et ensuite, l'offset, il est simplement proportionnel à la distance du point de la surface à ce plan. Avec cet offset, on peut ensuite contrôler en temps réel la déformation de l'objet pour créer des elongated in-between, ou alors la stylisation des effets, la longueur des lignes de mouvement, l'opacité des expositions multiples. Dans le cas plus complexe d'un personnage, comme vous voyez ici, qui est animé par un squelette, on utilise la même approche, mais plutôt que d'utiliser le centre de l'objet, on va utiliser le centre des os du squelette, et puis on va considérer des rubans plutôt que des plans. Et ensuite, l'utilisateur, il peut raffiner la stylisation, les élongations, en utilisant les paramètres exposés dans l'interface.
voire même créer son propre style complètement différent en modifiant directement le node network, puisqu'on a implémenté notre prototype sous forme de géométrie node dans Blender. Donc si l'approche vous intéresse, n'hésitez pas à tester le plugin en open source, il est téléchargeable, et puis à discuter avec Jean à la pause tout à l'heure. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie de l'exposé qui porte sur les outils pour la création d'animations 2D, puisque c'est ce sur quoi on a travaillé ensemble avec Praxinos. Donc, le système que nous avons développé permet à partir de 2 images clés, que vous voyez ici, l'image 1 et l'image 7, et puis d'un certain nombre d'indications fournies par l'utilisateur, de générer les images intermédiaires automatiquement pour faciliter le design et la prévisualisation du mouvement de l'animation. Alors, une spécificité forte de notre approche, c'est qu'elle s'intéresse aux premières étapes de la création d'une animation, c'est-à-dire le RAW ou le tie-down. Et l'objectif, c'est vraiment d'offrir une prévisualisation instantanée en mode RAW ou en mode tie-down. En outre, comme pour de l'animation 3D, notre système va proposer des contrôles qu'on a qualifiés de non linéaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dynamiquement modifier le timing, le spacing de l'animation, mais aussi l'organisation spatiale du dessin, en anglais le layout, et ça dynamiquement au cours du temps. Et en même temps, on va pouvoir faire tout ça sans imposer une structure fixe d'animation, comme un squelette 3D ou un rig 2.5D. Alors, première étape pour concevoir ce système, ça a été d'analyser le processus d'animation 2D qu'on va qualifier de traditionnel, donc papier-crayon ou tablette graphique et on dessine tous les intervalles. Alors pour ça, outre les ressources classiques, comme le livre et les masterclass de Richard Williams, on a eu la chance de pouvoir discuter dès le départ, dès le début du projet, de façon approfondie, avec un animateur chevronné qui est Antoine Antin, et puis toute l'équipe technique de chez Praxinos. Et notamment, Antoine, il a réalisé pour nous plus de 9 heures de captation de son travail, commenté, pour l'animer, le personnage que vous voyez à l'écran, à partir de 0 jusqu'à la version tie-down. Et donc ces discussions, elles nous ont permis de définir vraiment les grandes lignes directrices pour concevoir notre système. La deuxième étape ensuite, ça a été de traduire ces lignes directrices en concept algorithmique et en structure informatique. Alors en pratique, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'à chaque image clé, les traits du dessin, il peut y en avoir plusieurs pour représenter un seul contour, puisqu'on est au RAW. Donc si ces traits se déplacent ensemble de façon cohérente, alors on va les regrouper dans une même grille ou une même cage, qui sont illustrées en vert et en rouge pour l'image clé A, et puis en bleu pour l'image clé B. Ensuite, ces cages elles vont être déformées pour mettre en alignement les traits de la première clé avec ceux de la suivante. Et notez au passage ici que le nombre de cages il peut changer d'une image clé à l'autre. On n'a pas de correspondance une entre les cages ou une correspondance une entre les traits. Et ça va permettre de changer la topologie du dessin. Et ici, par exemple, de passer de 2 bulles à la première image à une seule bulle cacahuète à la deuxième image. Et une fois qu'on a cette mise en correspondance, là, pour le coup, automatiquement, toutes les images intermédiaires, elles vont pouvoir être générées par interpolation, qu'on va qualifier d'aussi rigide que possible, ARAP en anglais. Et ce qu'on interpole, c'est la déformation de ces cages au cours du temps. Et puis, quand on passe à une nouvelle clé, on change de cage dans une sorte de relais de cage. Alors, sur l'exemple que vous avez vu précédemment, là, le teaser, voilà la visualisation des cages avec une couleur par groupe de traits, et puis leur déformation au cours du temps. Et donc on voit qu'on passe par plusieurs images clés quand on a des changements de couleur. Alors avec cette structure de base, la limitation c'est que tous les traits dessinés sont visibles en même temps. Et donc pour gérer les occultations entre les parties du dessin, on a récemment étendu cette structure en calculant automatiquement un masque pour chacun des groupes de traits, qui sont visualisés ici chacun avec une couleur différente. Et ensuite, ces groupes, ils peuvent être ordonnés en profondeur de façon relative, ce qui permet de créer une oreille qui est devant la tête et un nez qui passe devant le contour de la tête. Donc une fois qu'on a cette structure de base, la troisième étape, ça a été de développer des outils semi-automatiques pour manipuler cette structure d'animation. Alors tout d'abord, des outils pour déformer les cages et mettre en correspondance les groupes de traits. Donc, comme ici, dans un workflow qui serait plutôt en pose-to-pose, on a déjà 2 dessins, un en rose, enfin noir qui est ensuite affiché en rose et puis un en violet foncé. Et automatiquement, on va essayer de trouver une correspondance entre ces 2 dessins. Et puis, on a des outils qui sont plus dans une approche straight-ahead. On peut directement déformer ces cages et puis ensuite potentiellement venir dessiner. Et puis, on peut combiner les 2 approches, comme ici, où on alterne de la sculpture, de la déformation et puis de la projection. Et puis, on peut faire ça de façon continue et puis avoir une sorte de
de moyens de faire glisser un dessin par rapport à un autre pour trouver la mise en correspondance. Dès qu'une déformation est spécifiée, alors on peut générer les images intermédiaires, ici dessinées en violet en mode onion skin, et donc ça automatiquement. Mais ce qu'on va pouvoir donner comme outil à l'utilisateur supplémentaire, c'est contrôler la dynamique de l'interpolation, donc les effets d'accélération, décélération, des in, is out. Et pour ça, on a développé une spacing chart interactive que vous voyez manipuler en haut, qui permet de manipuler intuitivement la distribution des intervalles. Et ce qui est important à noter, c'est que cette fonction de spacing, ce spacing, il est préservé lorsque l'espacement entre les clés est changé, lorsqu'on change le timing. Et là, c'est un des grands intérêts de la génération automatique des intervalles. Alors, pour aller plus loin dans ce contrôle, ce qu'on propose également, c'est de permettre à l'utilisateur de dessiner la trajectoire suivie par n'importe quel point du dessin. Donc, dans cet exemple, la trajectoire grise est fixée en ligne droite, et puis on vient manipuler la trajectoire rouge pour lui faire suivre un arc, alors, soit en mode sketching, soit en mode manipulation des tangentes. Et à nouveau, les images intermédiaires, elles sont générées automatiquement et vous les voyez visualisées en violet. Ces trajectoires, elles peuvent être en outre se propager sur plusieurs images clés. Il y en a 3 ici dans cette animation du bras. Et elles peuvent aussi contraindre plusieurs groupes. On a 3 groupes, un rouge, un bleu, un magenta. Et donc les trajectoires rouges et bleues, elles viennent contraindre simultanément 2 groupes. Voilà le résultat de l'animation, mais cependant, à n'importe quel instant, on peut relâcher une des contraintes. Contrairement à un rig figé ou à un squelette figé, ces contraintes, elles ne vivent qu'entre deux images clés. Encore un outil utile, c'est de pouvoir modifier l'ordre des parties du dessin au cours de l'interpolation, au cours du temps. Donc, comme ici, l'oreille du personnage, elle doit passer de l'avant de la tête à l'arrière de la tête entre l'image clé 2 et 3, qui sont pourtant générées automatiquement lors de l'interpolation. Donc pour ça, on fournit un outil qui suggère automatiquement le changement d'ordre et également l'image à laquelle effectuer ce changement d'ordre pour qu'il y ait le moins de modifications visibles possibles dans le dessin. Et bien sûr, l'utilisateur, ensuite, il peut ajuster le temps auquel se produit ce changement d'ordre directement, à nouveau, sur notre outil Spacing Chart. Et tout ça est mis à jour automatiquement si on change le timing ou le spacing. Et enfin, pour raffiner finalement l'animation et l'apparition et la disparition des traits durant l'interpolation, la génération des images intermédiaires, on propose plusieurs outils pour éditer directement leur visibilité dans le temps. Alors ça veut dire quoi? On va prendre un exemple dans cette vidéo. J'illustre ici l'outil gradient par analogie au gradient de couleur qui permet de faire apparaître progressivement les traits sélectionnés par défaut entre les 2 images clés adjacentes, donc entre les images 1 et 9 ici qu'on voit les limites. Et ensuite l'utilisateur peut venir raffiner et choisir précisément à quel temps doit commencer l'apparition et la disparition. Et vous voyez le résultat qui fait apparaître progressivement la ligne le long de l'oreille du personnage. Pour finir, quelques résultats. Dans cet exemple, on reproduit un cycle de marche qui vient de Richard Williams en utilisant donc seulement 5 dessins clés qui sont visualisés ici sans les masques. Et voilà le résultat interpolé par notre système avec les occultations. Et donc, à noter qu'on a utilisé la visibilité des traits pour soudainement faire le flip du pied, l'inversion du sens du pied durant l'interpolation, en simulant comme ça une sorte de dessin partiel. Et puis un deuxième et dernier résultat sur cet exercice d'animation classique. On utilise 3 images clés et la visibilité pour faire disparaître et apparaître graduellement certains traits. Et voilà le résultat en doublant le nombre d'images en mode slow motion. Et donc, une fois encore, toutes les indications de l'utilisateur, le spacing, les contraintes de trajectoire, elles sont préservées quand on change le timing. Sur ce, je passe la parole à Fabrice qui va vous présenter comment Praxinos est en train d'intégrer certaines de ces idées dans leur solution d'animation professionnelle. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas du coup si on peut switcher l'écran. Voilà, super. Donc voilà, Fabrice Debarge de Praxinos. Alors Praxinos, c'est une coopérative qui a été fondée fin 2018, pour petit rappel. On est basé sur Metz, donc à l'autre bout de la France. Je suis prêt? Merci. Alors, on développe le logiciel Odyssey, dont la version 2.1 est sortie ce mois de novembre. Et on a en fait 6 ans de vie dans cette entreprise, on a quasiment 6 ans jour pour jour, et on n'a pas construit tout ça tout seul. Donc on a eu des soutiens qui convient de remercier à leur juste valeur, donc CopVenture, Epic Games avec son programme Mega Grants, le CNC grâce aux AMT, sans qui on aurait eu du mal, je pense, à implémenter tout ce que Pierre était à même de proposer, et la région Grand Est. Voilà.
par rapport à Epic Games, ce n'est pas que du méga grand. Il y a aussi énormément de technologies qui sont open source, on en a parlé hier, et dont on a pu bénéficier. Alors, Odyssey, c'est quoi? Très vite, c'est un fork de Unreal Engine. Donc en gros, c'est un dérivé dans lequel on va pouvoir faire du storyboard et de l'animation, mais ça ne permet pas de faire des jeux vidéo. Donc Odyssey, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet univers temps réel? On va pouvoir dessiner sur des objets 2D, sur des objets 3D, on va pouvoir faire du storyboard, même dans un environnement 3D, on va pouvoir faire de l'animation 2D, uniquement 2D, et après on va même pouvoir faire de l'animation 2D dans un environnement 3D. Voilà, donc c'est très très orienté animation. Et donc notre objectif, pendant des années, c'était de faire quoi? C'était d'essayer de marier différents types d'animation. L'animation 2D bitmap, l'animation 2D vectorielle, l'animation 3D temps réel. Alors vous allez dire, mais pourquoi? Si on regarde un petit peu, quand même, il y a eu des choses qui sont assez connues, qui sont répandues un peu partout dans le monde, et des productions qui ont un bon succès d'estime. Je pense par exemple à Arkane chez Fortiche Prod, je pense à Spider-Verse chez Sony Pictures Animation ou Demon Slayer au Japon. Quand on voit les workflows, c'est super compliqué. Et essayer de tout unifier dans un seul et même logiciel, ça a quand même un réel intérêt. Et alors comment on peut s'y prendre? On a deux grands axes. Le premier, c'est d'avoir une interface qui soit unifiée, quel que soit le type d'animation choisi. Et le deuxième axe, c'est d'essayer d'apporter un meilleur confort à l'usage pour l'utilisateur. Donc l'interface unifiée, on sait faire, et puis c'est quasiment déjà là. C'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer dans un même séquenceur le déplacement de la caméra, le déplacement des objets 3D avec le camion par exemple, ou le déplacement du chien qui traverse la route. On peut prendre le point de vue de caméra, toutes les ombres vont se calculer quasiment instantanément, et bien on peut tout traiter en même temps, ça simplifie quand même grandement les workflows, et après on peut les modifier, faire des petits dessins dessus, voilà, tout ça c'est ouvert. Maintenant on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de plus aux gens qui font vraiment de l'animation 2D, des choses qui n'existeraient pas encore et qui leur donnent vraiment envie de prendre en main cet outil? Alors, on a eu plusieurs pistes de recherche il y a quelques années. La première, en fait, c'était le machine learning. Mais sauf que, bon, il y a pas mal de choses qui coincent un peu quand même. Déjà, le volume des données d'entraînement, il est colossal si on s'intéresse à l'animation. Et puis toutes ces données d'entraînement, à 99%, il y a de la propriété intellectuelle dessus, même s'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier aujourd'hui, c'est quand même une importance. Ça consomme des ressources incroyables aussi, de s'intéresser à tout ce qui est IA générative, etc. Et les résultats en termes d'animation, de spacing, de timing, de trajectoire, c'est quand même assez difficile à contrôler. Donc on n'est pas parti là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas un jour, mais en tout cas, ce n'était pas l'approche qu'on a choisie. Et la seconde piste, en fait, du coup, c'était d'aller utiliser notre réseau à nous, notre réseau de neurones humaines et pas artificielles. Et puis, on a repris nos anciens contacts, on se connaissait depuis longtemps. Donc, voilà, on a repris contact avec l'INRIA. Et c'est vrai que tu m'as dit, d'ailleurs, Pierre, non, nous, on a des idées et ça ne fait pas intervenir de machine learning. Et tu vas avoir un vrai contrôle sur le timing, le spacing et tout ce qui t'intéresse. Et j'ai dit, ah bah oui, on va aller voir ça. Et donc là, on a brainstormé, on a échangé donc avec Pierre, puis avec Pascal aussi beaucoup qui n'est pas là, mais qu'on salue. Et là, quand vous échangez avec Pascal, vous êtes bombardé de questions. C'est un petit exemple de ce qu'on a pu avoir sur le Discord. Et forcément, on est obligé de répondre. Alors, on fait des schémas, on fait des dessins, on fait des spacing charts. On explique tout ça et ça fait des heures de vidéo, ça fait des heures de visioconférence qu'on fait parfaitement décalées. Là, par exemple, avec un ami qui est Don Perrault, qui est professeur d'animation 2D Capilano College de Vancouver, qu'on remercie parce que lui, il est 8h du matin et chez nous, je crois qu'il était 18h quand on a fait la visio. Donc c'est juste magnifique, tout ça pour comprendre exactement comment on découpait un personnage en boule et comment on pouvait l'animer, etc. Et on a essayé de voir des points de vue d'animateurs qui venaient de différents horizons, en fait. Voilà. Et de tout ça naît quoi? Il y a du brainstorm, il y a du code, il y a des branches, on passe dans le Git, etc. Et on a un prototype fonctionnel. Et là, c'est passionnant, en fait. Le prototype, on se dit, mais il y a un vrai potentiel, là, ça marche, c'est cool. Sauf que, un logiciel vendu, c'est quand même pas tout à fait un prototype, donc il y a beaucoup d'adaptations à faire.
Donc les premières adaptations déjà, c'est que le prototype il était écrit en Qt et bon bah, voilà, vu le prix des licences et tout, on ne pouvait pas trop se permettre de reprendre ça. Et comme on est dans un environnement qui est celui de Unreal Engine, il faut tout retranscrire en Slate, qui est leur système à eux. Puis après, il faut aussi tout réadapter pour l'utilisateur pour que ce soit facile à utiliser. Et ça, c'est quand même très très long. On est encore en train de le faire d'ailleurs. Le stockage, le stockage des données est très très différent du prototype au vrai logiciel. Les architectures changent parce qu'en fait, dans le prototype, c'était des polylines, donc des petits segments. Et nous, c'est des courbes de Bézier qui sont plus belles. Il faut faire très attention à la propreté du code si on ne veut pas avoir de tête technique. Et puis, l'enfer sur Terre pour les développeurs, c'est la gestion des transactions. Parce que, en fait, comme tu l'as très bien expliqué, en fait, on est sur des choses qui ne sont pas linéaires. Donc, dès qu'on va faire un undo et qu'on va revenir en arrière, etc., ça peut prendre des proportions de complexité absolument dingues. Et puis, quand on parle d'intervalles, ben, on peut en générer énormément. Donc, du coup, il y a des problèmes de performance. Voilà. Une fois qu'on a réussi à passer tout ça, eh ben, on va pouvoir enfin regarder ce que ça donne pour l'utilisateur. Donc, ce que je vous montre va arriver dans Odyssey. Ce n'est pas encore là, mais ça va bientôt arriver. Alors, pour l'utilisateur, simplement, ben, voilà, il va créer ses images dans sa timeline. Il va les sélectionner, il va ajouter des expositions. On est dans du super classique. On va pouvoir effectivement rajouter des expositions ici ou là, changer les emplacements. Très bien. Alors ici, on va mettre des marques d'image, hein, des petits points rouges, le diamant bleu pour spécifier quels sont les extrêmes et le breakdown. Et ce que je vais vous montrer là, ça va être sur un exemple extrêmement bateau pour expliquer les concepts. Donc je vais faire une balle qui rebondit, et puis tout à la fin, je vous montrerai quand même un exemple un petit peu mieux fait que ça. Là, on a choisi une texture, et puis on va dessiner en vectoriel, mais un vectoriel texturé. Voilà, si vous voyez des petits carrés au dessin, c'est juste que c'est une version bêta, ça nous permet de faire des tests, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, donc on a fait nos extrêmes. Bon. Et alors ensuite, on va sélectionner tous nos tracés qu'on va regrouper. On peut donner un nom au groupe, on va l'appeler balle, très bien. Et puis on va dire, ben, ce groupe-là, je vais générer des intervalles. Alors les intervalles, on va leur donner une couleur. Et on va mettre dans la timeline, là, on va dire, voilà, les intervalles, on va calculer de ici à là-bas. Et puis on y va, en fait, on va simplement déplacer, et voilà, les intervalles, ils sont là directement, automatiquement, il n'y a pas à s'embêter. On peut utiliser l'outil de matching, qui est la cage dont Pierre parlait, en fait, sauf que nous, on a mis des petits points, parce que jouer avec des cages, c'est un petit peu perturbant, et on voit que tout se déforme, en fait, automatiquement. On a le preview directement, avec cette vectorisation qui est texturisée. Et ben on a récupéré du coup la spacing chart que l'on voit ici, qui est interactive. Donc on va pouvoir effectivement modifier le positionnement de chaque image selon des intervalles. Et puis cette spacing chart, ben, on l'a améliorée, puisqu'en fait on peut la tordre. Hein. On sait bien que dans l'animation, il n'y a pas que des mouvements comme ça qui sont parfaitement linéaires. Et c'est assez pratique. Derrière ça, on va pouvoir gérer ben, tout ce qui est déplacement de plusieurs intervalles à la fois pour générer des accélérations, des ralentis. Donc par exemple là, si je ne dis pas de bêtises, voilà, là, ça va ralentir. Voilà. Après, on peut faire un ease in, ease out. Donc ça, ce sont des petites choses qui sont assez pratiques en fait. Et à chaque fois, on a le résultat qui est instantané. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est complètement interactif. C'est-à-dire que là, si je décide d'augmenter le nombre d'images où je veux des intervalles, en fait, j'ai la spacing chart qui va récupérer des subdivisions différentes. Donc à tout moment, en fait, on peut faire toute opération. On peut changer la durée des images sans que ça impacte le spacing, parce que ce sont deux choses qui doivent être décorrélées, sinon, en fait, en animation, ça ne se passe pas bien. On va pouvoir, du coup, maintenant décider aussi d'ajouter un breakdown, ce qui veut dire qu'en gros, c'est une clé supplémentaire, en fait, un point de passage supplémentaire pour notre interpolation. Voilà. Alors, ce que ça fait dès qu'on crée notre breakdown, c'est que finalement, ça va séparer en fait l'animation. On va avoir deux spacing charts, une de chaque côté, de part et d'autre, qui seront éditables, ainsi de suite. Et bah, maintenant qu'on en est à cette étape, on va prendre l'image donc intermédiaire, on va la prendre, on va la bouger, on va la tordre, on va la modifier, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. En fait, il y a différents outils. On pourrait même pousser le vice à modifier l'image d'origine, qu'on aurait encore les traits qui s'adapteraient. Voilà, là, on déforme avec l'outil de déformation.
Et on va voir qu'en fait, tout est calculé automatiquement. C'est de la 2D temps réel, on m'a dit une fois, mais c'est vrai que c'est pas mal comme nom. Alors, on a récupéré le système de trajectoire. Donc là, on se place sur la balle en image source et on voit le point donné, tout son parcours. Et ce parcours, on va pouvoir le modifier. En fait, toutes ces courbes, on va pouvoir les éditer, les transformer, tout en respectant les contraintes de spacing et de timing. Voilà, on peut casser les courbes également. Et puis, on a joué avec une trajectoire, donc bien. Mais en fait, on pourrait aussi jouer avec plusieurs trajectoires. Alors, bien sûr, on peut faire un preview entre deux. Mais si ça ne suffit pas une trajectoire, ajoutons une seconde. C'est chose faite. Et puis, on va pouvoir la modifier. Les trajectoires n'ont pas du tout vocation à être similaires, en fait. Ce qui va nous permettre, en fait, justement, de faire des sensations d'étirement. Et le long de ces trajectoires, en fait, les points de contact, en fait, on va pouvoir les bouger aussi, ce qui va nous permettre de faire du stretch and squash, comme on dit en animation, et de générer des étirements comme ça. Voilà, on peut travailler avec ou sans texture, si les textures prennent trop de place. On peut avoir le preview sans texture, avec texture. Bon, ça c'est plus anecdotique, c'est plus des questions de performance quand on commence à faire des intervalles sur 200 images. Voilà, et puis encore une fois, on peut dire, allez, on déforme, et ainsi de suite. Voilà. Et comme je vous le disais, Odyssey, c'est un logiciel d'animation 2D dans la 3D temps réel. Donc allons-y pour la 3D. On prend notre animation, on la drop dans l'espace 3D, on va prendre le plan, on va le rescale. Très bien. On va ouvrir un séquenceur qui va permettre de gérer les animations dans l'espace 3D. Pareil, on met notre animation, on récupère toutes les informations de la timeline qu'on avait. Tout est là, et puis on peut jouer exactement tout ce qu'on vient de faire. Donc c'est vraiment sympa. Après, on peut rajouter tout ce qu'on veut, des cubes, des sphères. On pourrait les animer aussi. Bon, après, on va prendre 5 minutes de trop là, si on se met à animer tout ça, là, mais ça fonctionne. Et puis, tout ce qu'on a eu comme outil pour faire du matching, comme outil pour gérer les trajectoires, c'est encore éditable, même si on est dans la 3D, en fait. À tout moment, on peut remodifier. Voilà, là, pareil, on va le faire avec les trajectoires. Et on verra tout de suite après, voilà, la spacing chart, pareil, on peut changer, on peut éditer, peu importe où on se trouve. Voilà. On aurait même pu tout commencer directement en étant là, sur ce plan-là, en 3D. Alors maintenant, pour passer à autre chose que des boules... D'ailleurs, tu peux le supprimer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je peux le supprimer, oui. Oui, c'est vrai. Justement, on va le voir juste après. Parce que je me disais, quand même, une balle qui rebondit, c'est quoi forcément, voilà. C'est très pédagogique, mais effectivement, voilà, l'idée, c'est effectivement d'enlever le fond blanc et puis de passer à autre chose. Alors là, j'ai récupéré en fait une map avec un fond marin en 3D sur la marketplace là, chez Epic Games, sur Fab, là, leur nouvelle marketplace. Et j'ai mon plan, là, justement, là, il n'y a pas de fond blanc. Et puis j'ai fait une petite interpolation comme ça sur une Raymanta, qui n'est pas parfaite, j'ai vraiment fait ça très très vite hier soir. Donc. Mais ça vous donne une idée du genre de rendu qu'on peut avoir. Et puis là c'est assez pratique parce que pour justement des mouvements qui sont en slow motion et puis surtout en 3D, on peut générer du 30, du 60 images secondes. Et en fait, on arrive à suivre du coup, quoi. Donc tout cela est en bêta-test et je vous invite grandement à nous rejoindre pour nous aider à améliorer encore. Et puis voilà, en plus c'est Black Friday, donc en plus il y a des promos. Vous pouvez venir.